Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, chers membres du public, chers collègues, c'est un grand honneur pour moi de prendre la présidence de l'Académie royale de médecine de Belgique pour 2022. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je deviens l'un des 33 présidents du bureau sur un total de 143 qui, depuis 1841, appartiennent à la première section, la section de sciences fondamentales. Deux présidents récents, également chercheurs fondamentaux et travaillant à l'Université catholique de Louvain, les professeurs Pierre Couly et Louis Hu, ont été une source d'inspiration pour moi en raison de leur excellence dans la recherche et en raison de leur engagement. Sir Francis Bacon, en 1624, dans son ouvrage « La Nouvelle Atlantide », décrivait une académie ou maison idéale, en réalité un projet d'institut de sciences et techniques. Les savants de l'académie appartenaient à des structures où tous les instruments possibles étaient disponibles pour la science, de la recherche en astronomie aux salles de soins pour la guérison des malades. Le défi était de découvrir les causes et d'acquérir la connaissance la plus approfondie des forces essentielles et des principes des choses. Afin de dévoiler les secrets de la nature, affirmait Sir Francis Bacon, les savants doivent posséder certaines vertus. Et la première d'entre elles était bien sûr l'excellence. Dans notre académie, le critère principal et obligatoire pour être élu membre est l'excellence. Citons encore Francis Bacon. Dans ce monde idéal, la pureté des savants était primordiale et ils évitaient de se mêler au public car cela aurait pu les distraire et déformer leur vision. D'autre part, notre travail ne doit pas être faussé par des intérêts politiques ou des pressions du marché. Mais d'autre part, nous devons répondre aux besoins de la société, de nos passions du public, et donc communiquer, expliquer, fournir les meilleurs conseils possibles aux autorités. Et ces conseils doivent s'appuyer sur les meilleures connaissances disponibles aujourd'hui. J'entame cette présidence avec enthousiasme et espoir. Le programme de l'année contient des séances passionnantes. Par exemple, celle d'aujourd'hui sur la lutte contre le Covid-19, sur l'imagerie, un symposium de cancérologie mammaire, un mini-symposium de pédiatrie, la séance du 18 juin en microbiologie et virologie, ou encore une séance sur la fabrication des vaccins en septembre. Le 23 avril, nous allons avoir le plaisir d'organiser une séance en l'honneur du professeur Jean-Michel Fouadard, autour de cette découverte dans le domaine de la biologie des estrogènes et des nouveaux traitements, avec la participation d'orateurs de très haut niveau. Ce sera l'occasion idéale de célébrer les nombreuses contributions positives et profondes apportées à notre compagnie par Jean-Michel Fouadard en tant que secrétaire perpétuel. Le 24 juin, nous espérons avoir l'honneur de recevoir Sa Majesté la Reine pour sa séance. Un nombre de questions sont en jeu aujourd'hui et l'Académie sera sollicitée par la société. Il y a des questions urgentes et d'autres à plus long terme qui sont essentielles pour construire un avenir solide. En tant que médecin-chercheur, je suis conscient de l'importance d'attirer les médecins vers la recherche. Les questions de savoir comment attirer les meilleurs étudiants vers la recherche et comment intégrer la vraie bonne recherche à la pratique médicale dans un cadre académique restent primordiales. Une autre question clé est celle de la cohabitation de l'enseignement, la recherche et l'administration dans nos institutions académiques et hôpitaux universitaires. La tendance actuelle, en raison d'une administration excessive et l'établissement bien intentionné des règles qui transforment souvent des solutions en problèmes, est de séparer de plus en plus l'autorité administrative tant de l'enseignement que de la recherche et de séparer également l'enseignement de la recherche. Or, toutes ces activités sont interdépendantes. Pour moi, la situation idéale serait celle où l'excellence dans la recherche et l'enseignement conditionne l'attribution d'une autorité administrative. À l'époque actuelle de transmission rapide de l'information et de spécialisation étroite, les académies, comme les ambassades, éprouvent des difficultés à expliquer leur mission. Pour répondre à ce défi, en 1993, l'Académie royale de médecine de Belgique a joué un rôle essentiel dans la création de la Fédération européenne des académies de médecine, FERM, qui compte aujourd'hui 23 académies, dont 14 académies nationales de médecine, 6 académies nationales de sciences, 2 académies de médecine vétérinaire et une académie de pharmacie.
Le professeur Albert de Scoville, à l'origine du concept de la ferme, avec son homologue français, le professeur Didier Sicard, suivi des professeurs André Govertz, János Fruling, Pierre-Paul Pastoret de notre compagnie, ont joué un rôle extrêmement important dans la phase de démarrage de la ferme. Ils ont été rejoints par la professeure Françoise Meunier, grâce à laquelle notre compagnie a apporté à la ferme une contribution majeure. Aujourd'hui, c'est la professeure Dominique Bron qui représente l'Académie à la ferme. Au fil des années, j'ai été impliqué via l'Académie romaine de sciences médicales dans certains projets de la ferme. Par exemple, les diagnostics moléculaires qui diffèrent dramatiquement entre pays et en Europe. Grâce aux efforts de nombreux scientifiques et médecins, et je tiens à citer parmi eux les anciens présidents de ferme, le professeur Dermot Kelleher de Royaume-Uni et Irlande, Bernard Charpentier de France et le professeur George Griffin, qui est aussi membre étranger de notre compagnie, la ferme est devenue une voie importante en Europe grâce à plusieurs projets en cours. Elle est dotée d'un conseil d'administration fort et d'un personnel actif permanent de 9 personnes. À titre d'exemple, la ferme dirige maintenant le rapport demandé par le Collège des commissaires de la Commission européenne sur les programmes de dépistage du cancer en Europe. Par rapport à notre académie, je commencerai par rendre hommage au professeur Augustin Ferrand, notre ancien secrétaire perpétuel, pour son travail exceptionnel à l'académie. J'ai eu la chance de collaborer avec lui en hématologie dans notre université depuis 2004. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui car, après avoir accompli son mandat, le premier mandat de secrétaire perpétuel, il s'est rendu au Togo pour y officier en tant que médecin généraliste. J'ai beaucoup appris en travaillant avec notre secrétaire perpétuel, le professeur Jean-Michel Fouadard, qui est également le trésorier de la ferme. Je me réjouis de servir le bureau cette année avec le professeur Georges Casimir comme secrétaire perpétuel et avec comme membres les professeurs Isabelle Salmon, Jean-Pierre Brion, Didier Cataldo, Étienne Marbet et André Chêne. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de ma participation aux précédentes réunions de bureau avec les professeurs Daniel Valerio, Pierre Couly, Jacques Romaine et Benoît Langelet. Nous avons été aidés par l'équipe administrative de l'ARMB, gérée par M. Buchet, et notre communication a été modernisée par Mme Vanessa Costanzo. Dans une réunion du conseil de la ferme, la professeure Daniel Valerio, alors présidente de notre compagnie, avait suggéré de renforcer la participation des membres des académies de la ferme au panel d'experts des instances européennes, comme cela se fait pour les panels de subvention de l'Union européenne, et d'organiser au niveau de la ferme ce type de processus. À partir de cette idée, la ferme y interagit à présent avec les académies afin de mettre en place un tel mécanisme. Et afin de répondre à cette demande sans surcharger les académies, une approche systématique est en cours de développement, ainsi que l'utilisation d'une base de données qui sera régulièrement mise à jour, car la demande d'expertise par les autorités européennes et nationales ne font qu'augmenter. En 1937, Paul Valéry écrivait dans Notre destin et les lettres que l'avenir n'est plus ce qu'il était. C'est plus vrai que jamais. Avant la pandémie de Covid-19, nous étions déjà dans une ère où les faits avérés commençaient à ne plus être les critères essentiels de décision politique. Les énormes progrès de la science des données, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle nous placent dans une situation complètement nouvelle. J'ai pu moi-même le constater, ne fût-ce que dans les avancées réalisées dans la compréhension de la prédiction de la structure des protéines, par l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux avec le logiciel AlphaFold 2. Dans certaines situations, ces évolutions nous apportent des résultats spectaculaires, mais les lois qui sous-tendent le comportement du système biologique menant à ces résultats restent encore floues. Récemment, un pionnier de l'intelligence artificielle, le professeur Terence Sejnowski de l'Institut Salk en Californie, a publié un court article de revue dans PNAS intitulé « The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning in Artificial Intelligence ». En effet, nous allons utiliser de plus en plus de résultats obtenus sans comprendre les bases et sans comprendre les outils, pourquoi les outils ont fonctionné. Cela peut être très utile, mais toutes ces avancées sont nées d'une quête de compréhension et le vrai progrès passe par la compréhension. Finalement, le succès nous rend vulnérables. Le succès du vaccin antipoliomyélitique et d'autres vaccins antiviraux a conduit le secteur biomédical à utiliser la virologie comme un outil de biologie moléculaire, de transfert de gènes ou de biotechnologie, de biologie du développement, mais la compréhension approfondie de certains aspects de la virologie fondamentale et de l'efficacité des vaccins
contre les maladies virales fait toujours défaut, car de nombreuses études importantes ont été abandonnées. La pandémie récente nous a appris à quel point cet abandon était une erreur. La compréhension approfondie de processus biologiques et de mécanismes pathologiques reste notre priorité à l'Académie, et cette compréhension découle de l'excellence de la recherche fondamentale et clinique. C'est parfaitement résumé dans la formule du professeur Christian Deduve, mieux comprendre pour mieux guérir.